milieu là, et tu as le micro. Voilà le micro. Mesdames, Messieurs, soyez bienvenus dans ces moments pénibles pour l'humanité entière et surtout pour la population palestinienne à Gaza qui subit depuis le 7 octobre une campagne d'épuration ethnique bien déterminée, bien étudiée et menée par Israël et ses alliés qui a coûté la vie jusqu'à aujourd'hui à 31 000, dont 12 000 nourrissons, bébés et enfants. Nous avons l'immense plaisir de recevoir le grand journaliste Alain Grèche, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, directeur des journaux en ligne Orient 21 et Afrique 21, essayiste, mais surtout un homme libre qui a été toute sa vie à côté des opprimés, à côté de la liberté d'expression. Merci infiniment aussi à Alain Pitard d'avoir organisé cette rencontre. Nous sommes une association qui s'appelle Cri Voix des Victimes. Nous recevons aujourd'hui pour vous, avec vous, Alain Grèche, dans le cadre de partenariat avec l'Olivier, avec l'Institut du monde arabe. Merci infiniment et je laisse la parole à notre cher ami Alain Grèche. Vous me direz si vous entendez, parce qu'avec tout le bruit, je vais essayer de faire un effort à la fois pour ne pas crier, mais aussi pour que vous entendiez. D'abord, merci au CRI, merci à la librairie L'Olivier. Alain est un vieil ami de 50 ans, 40. Merci de m'accueillir aujourd'hui dans un moment qui est particulièrement dramatique et particulièrement difficile. Il est difficile aussi parce que le débat est difficile, c'est-à-dire qu'on est dans je disais que j'avais vécu comme jeune adolescent et ensuite comme adulte, pas pratiquement toutes les guerres depuis 1967, et en tous les cas en France, je n'ai jamais connu une telle attaque systématique contre la liberté d'expression, contre un débat. C'est normal qu'il y ait des opinions différentes et je ne pense pas que mon opinion devrait être la seule qui s'exprime, mais là on n'est pas dans ce contexte, on est dans le contexte de criminalisation des voix critiques ou des voix différentes, avec maintenant l'accusation systématique de l'antisémitisme qui de plus en plus ouvertement devient la critique d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a une assimilation entre la critique d'Israël et l'antisémitisme. Je voudrais partir d'une chose à propos de cette guerre, c'est la dénomination, parce que ça me semble très important. Il y a un terme qui s'est imposé, qui est une guerre entre Israël et le Hamas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que, d'abord, il n'y a pas de guerre entre un État surpuissant et un mouvement, quelle que soit la manière dont on le qualifie. Quand les Américains ont attaqué l'Afghanistan, qu'il y a eu une guerre en Afghanistan, personne n'a parlé d'une guerre entre les États-Unis et les talibans. Mais surtout, elle a cette dénomination a deux conséquences. Un, c'est qu'elle élimine les Palestiniens. Il n'y a pas le mot palestinien. On a l'impression que c'est simplement une organisation que les médias appellent une organisation terroriste. Donc ça, c'est un premier problème. Et puis, surtout, elle donne l'impression, et ça, c'est le discours dominant, que l'histoire a commencé le 7 octobre. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait rien. Avant, il y avait une situation tranquille. C'est-à-dire, comme je dis, les situations tranquilles, c'est des situations où tous les jours, les Palestiniens se font tuer. Et que brusquement, il y a eu des fous, des fous de Dieu, des extrémistes, etc., qui ont décidé une attaque sanglante. Et je crois que c'est très important, quand on parle aujourd'hui de ce qui se passe, de dire qu'est-ce qui se passait le 6 octobre. C'est-à-dire que, est-ce que le 6 octobre, on était en voie de règlement du problème palestinien, même dans les termes de la communauté internationale. C'est-à-dire que la communauté internationale, depuis très longtemps, dit qu'il faut une solution à deux États, il faut qu'Israël évacue les colonies des territoires occupés, mais cet objectif, pendant 10 ans, on l'a oublié.
C'est-à-dire, maintenant, on le redécouvre. D'ailleurs, c'est une des conséquences du 7 octobre. Cette question palestinienne qu'on avait tout à fait oubliée. Maintenant, on entend Biden, on entend Macron, on entend les dirigeants européens dire il faut la ressusciter. On pourra en discuter dans le débat. La question est de savoir pourquoi vous ne l'avez pas fait avant et comment vous allez vous y prendre. Moi, ça ne m'intéresse pas que quelqu'un me dise il faut une solution à la question palestinienne. C'est comment on va faire, quelles mesures on va prendre. Il y a dans l'opinion publique un grand désarroi qui est en partie dû à ce qui s'est passé le 7 octobre, mais qui est plus large que ça. C'est une vision du conflit qui est, je dirais, qui parle d'une réalité. Sur le territoire historique de la Palestine, ils vivent 15 millions de personnes, la moitié de juifs israéliens, la moitié de palestiniens, et tout le monde sait qu'une solution devra prendre en compte l'ensemble de cette population. Et donc, il y a un peu l'idée que finalement, on a deux partenaires face à face, avec des extrémistes des deux côtés, et que si on éliminait les extrémistes, et pour le côté palestinien, ça veut dire le Hamas, on aurait une solution. Simplement, enfin, je reviendrai sur pourquoi le Hamas est devenu aujourd'hui la force dominante. Il n'est pas devenu la force dominante parce que les Palestiniens sont devenus extrémistes, il est devenu la force dominante parce que les solutions de paix qui ont été parrainées par l'Union européenne, par les États-Unis, ont échoué. Donc, cette idée d'il y a deux peuples sur cette terre, c'est une idée vraie, et il n'y a pas de retour en arrière possible, c'est-à-dire à moins d'une extermination d'un des deux, et la plus probable dans le cadre des rapports de force, ce n'est pas l'extermination des Israéliens, c'est celle des Palestiniens. Il faudra prendre en compte cette situation. Mais en même temps, quand on dit il y a deux peuples face à face, on oublie deux choses, et qui me semblent tout à fait importantes pour notre avis. Un, c'est que cette situation, elle est le résultat d'une politique de colonisation qui a commencé dans les années au lendemain de la Première Guerre mondiale et qui s'est développée et qui a amené à la création d'Israël à partir d'une injustice. Et l'autre, c'est que même si on ne considère pas cet aspect historique, il y a le fait que ce n'est pas nos partenaires égaux. C'est-à-dire on a un État surpuissant aidé par les États-Unis et largement aidé par l'Union européenne qui dispose de moyens militaires, économiques, d'un dynamisme important, etc. face à une population qui est éclatée entre différents pays et qui pour l'essentiel aujourd'hui vit sous occupation. Donc on n'est pas face à deux partenaires égaux, ça me semble très important. Alors je reviens à l'histoire parce que ça me semble important. Je veux dire, la réalité, c'est qu'on n'a pas affaire à deux légitimités équivalentes. L'installation des Juifs en Palestine, il y avait des Juifs en Palestine avant le mouvement sioniste, elle est le résultat d'une politique déterminée d'un mouvement qu'on appelle le sionisme politique et appuyé très largement jusqu'en 1944 au moins par une puissance coloniale qui était le Royaume-Uni. C'était ça la base. Cette légitimité, le mouvement sioniste l'a inscrite dans l'idée que c'est une terre historique. Il y avait il y a 2000 et quelques années un État juif et que donc ça donne une légitimité à la revendication juive sur la Palestine. Aucun être rationnel sensé ne peut accepter ce raisonnement. C'est-à-dire, à part si vous êtes religieux et que vous croyez que la Bible a donné la Terre Sainte aux Juifs, il n'y a aucune légitimité. C'est-à-dire pas plus que on pourrait trouver une légitimité de la France sur des parties de l'Allemagne sous prétexte que l'empire de Charlemagne avait en partie ces territoires. Donc ça a été une entreprise au sens traditionnel de colonialisme. Colonialisme en plus différent il y a deux types de colonialisme. Il y a le colonialisme de contrôle, comme le Royaume-Uni contre les Landes, et puis il y a le colonialisme de peuplement. C'est-à-dire que vous installez des gens et quand vous installez en général, c'est pour éliminer la population autochtone. D'ailleurs, en général, vous ne la voyez même pas, la population autochtone. Il y a cette idée, enfin en tous les cas, au début du XXe siècle, c'était ça, c'est-à-dire que les indigènes, on ne les voyait pas, les Européens les plus bienveillants disaient bon, ils vont disparaître petit à petit parce qu'on va leur apporter la civilisation, et les plus cyniques disaient on va les exterminer ou on va les pousser. Donc je ne peux pas entrer dans le détail de toute cette histoire qui a eu une des choses qui rend difficile le conflit, c'est aussi que c'est un conflit qui dure depuis un siècle, et donc il y a différentes
phase, mais cette idée qu'au départ, il y a eu un mouvement de colonisation qui s'est fait au détriment d'un peuple, c'est un élément vraiment essentiel. Je ne veux pas rentrer dans le débat, est-ce que les Juifs forment un peuple, est-ce qu'ils ont droit à l'autodétermination, etc. Moi, personnellement, je ne pense pas, mais à la limite, c'est pas moi qui décide. Je veux dire, s'ils veulent créer un État, c'est comme dans tous les mouvements nationaux qui se sont créés au XIXe siècle, il y a des mouvements nationalistes qui se créent. Le problème des mouvements sionistes, au-delà de cette définition de qui sont les Juifs, c'est le fait que de vouloir construire cet État là où il y a déjà une population. C'est ça le problème essentiel aujourd'hui avec le sionisme. C'est pas le fait qu'ils aient voulu construire un État. Je pense que s'ils avaient été un mouvement nationaliste comme les autres, ils auraient été aussi, ils auraient eu des aspects positifs et négatifs comme tous les mouvements nationalistes, avec des tendances extrémistes, d'autres moins extrémistes, etc. Mais là, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'ils ont voulu créer cet État là où existait un autre peuple. Ça a abouti à l'expulsion de ce peuple, notamment en 47-49 avec l'expulsion de 700 à 800 000 Palestiniens, l'expulsion en 1967 de 300 000 Palestiniens, et aujourd'hui, cette volonté d'expulsion, à mon avis, c'est le but principal de la guerre pour Netanyahou et la direction israélienne, de les expulser, si possible, en Égypte. Donc, cette injustice fondamentale, il ne peut pas y avoir de paix s'il n'y a pas reconnaissance de cette injustice fondamentale. Ça ne veut pas dire que les Israéliens vont rentrer chez eux d'abord, comme au bout de plusieurs générations, il n'y a pas de chez eux, c'est pas... Mais c'est une injustice qu'il faut réparer, notamment au plan symbolique, c'est-à-dire une reconnaissance, que ça n'a pas été un mouvement nationaliste comme les autres. Le deuxième aspect que je disais, c'est le fait qu'on n'a pas deux peuples qui ont négocié à différents moments, en tous les cas dans la période récente, sur une base d'égalité. On a eu un moment les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo ont été négociés par Arafat dans des conditions de rapport de force entre Israël et les Palestiniens qui étaient très défavorables aux Israéliens. Mais on était vous vous rappelez, c'était 1993, c'était la chute du mur de Berlin, la chute de l'Union soviétique, on réglait tous les problèmes de l'Amérique centrale à l'Afrique australe, au Nicaragua, enfin tout. On avait l'impression qu'on était dans une période où le monde allait changer après la guerre froide. Et donc il y a eu un concours de circonstances qu'on est arrivé à un accord en 1993 qui a été négocié par Arafat et qui était un accord extrêmement défavorable aux Palestiniens, mais qui aurait peut-être, c'est une discussion, il n'y a pas d'accord forcément entre tout le monde là-dessus, il y aurait pu avoir une dynamique qui aurait favorisé petit à petit, puisque c'était l'idée d'une transition de 5 ans, on va apprendre à se connaître, etc. Ça ne s'est pas fait, pour beaucoup de raisons, il n'y a pas qu'une seule raison, mais la raison fondamentale, c'est la raison et c'est pour ça que c'est lié à la question coloniale, c'est qu'à jamais, à aucun moment, la direction israélienne n'a considéré que les droits d'un Palestinien étaient équivalents aux droits d'un Israélien. Ça a toujours été l'idée, la sécurité d'un Israélien vaut la vie de 100 Palestiniens, ce qu'on est en train de voir d'ailleurs aujourd'hui sur le terrain. Et que donc ces négociations, petit à petit, ont capoté. Notamment, un des aspects les plus importants, puisqu'on parle de mouvement colonial, c'est qu'à aucun moment, entre septembre 1993 et aujourd'hui, la colonisation ne s'est arrêtée. Que ce soit sous Rabin, sous Pérez, sous Barak, et évidemment sous les gouvernements de droite, ça a toujours continué. Et bon, c'était une colonisation qui fait qu'aujourd'hui, on a 2,5 fois plus de colons en Cisjordanie qu'il y en avait en 1993. On doit être en tout, avec Jérusalem-Est, on doit être à 700 à 800 000 colons. Ce qui crée une situation très difficile et qui rend la solution complexe. Et durant toute cette période de négociation, entre 1993 et, disons, la seconde intifada, qui a marqué en fait la mort des accords d'Oslo, l'attitude de la communauté internationale a été de dire, vous négociez entre vous, et, comme ils disent, il y avait une formule qui m'amusait beaucoup,
c'est vous négocier de bonne foi. Et moi, je répondais, oui, la direction israélienne, toute tendance confondue, pense de bonne foi que la Cisjordanie, c'est Eretz, fait partie de la terre d'Israël. Et que toute concession, le fait d'accepter que les Palestiniens contrôlent 50% de la Cisjordanie, c'était déjà perçu par eux comme une concession extraordinaire. Alors que pour les Palestiniens, accepter la Cisjordanie et Gaza, c'était accepter 22% de la Palestine historique. Quoi qu'il en soit, dans les négociations, à chaque fois qu'il y a eu une crise dans la négociation, la politique américaine et européenne a été de faire pression sur la partie la plus faible. Pas forcément parce qu'ils pensaient que les revendications palestiniennes n'étaient pas légitimes, mais parce que c'était plus facile de faire pression sur les Palestiniens, qui étaient une partie faible, que sur Israël. Faire pression sur Israël, ça demande un courage politique qu'on voit bien aujourd'hui. Il y a peu de dirigeants, ni européens, ni américains, non. Donc voilà, on est dans cette situation où on a laissé ces accords d'Oslo s'effondrer petit à petit. Alors on a pendant des années dit il y a un processus de paix, comme disaient les gens, c'est un processus, il n'y a pas de processus et il n'y a pas de paix. Il ne se passait rien, mais la communauté internationale s'est dit petit à petit, finalement, le problème palestinien n'est pas si important que ça. Et ça, moi je l'ai vu avec les responsables français, ces 10 dernières années, quand vous parliez de la Palestine, on vous disait, mais bon, écoutez, oui, c'est bien, c'est vrai qu'il y a une injustice qui est faite aux Palestiniens, mais regardez ce qui se passe au Soudan, regardez ce qui se passe au Congo, regardez, il y a beaucoup plus de morts, et c'était vrai. Le seul problème, et on le voit aujourd'hui, c'est que, peut-être j'y reviendrai après ça, mais c'est important après ça, c'est que la Palestine est une question symbolique, non seulement pour les peuples arabes, mais non seulement pour les peuples musulmans, mais aujourd'hui elle devient une cause emblématique pour l'ensemble de la jeunesse du monde. C'est extrêmement frappant à quel point aux États-Unis, la jeunesse aujourd'hui, y compris la jeunesse juive, se mobilise en faveur des Palestiniens. Pourquoi ? Parce que quelque part, la Palestine condense le double discours occidental, c'est-à-dire les droits, un appel au droit universel, au droit à l'autodétermination, à la résistance à l'agression, au refus de l'annexion, enfin toutes les choses qu'on a agitées au moment de l'Ukraine, et en même temps, ça disparaît sur la Palestine. C'est aussi simple que ça. Et donc, il y a effectivement là-dessus une très forte mobilisation. Et ça m'amène à dire un mot sur le Hamas. Je veux dire, en gros, de 1967 à 2000, les années 2000, la force dominante, c'était le Fatah. Petit à petit, le Fatah, qui a été aussi accusé d'être une organisation terroriste. J'ai des citations de dirigeants israéliens qui disent qu'ils sont pires que les nazis, ce qu'ils disent aujourd'hui d'ailleurs exactement la même chose sur le Hamas. Mais petit à petit, d'ailleurs sous la pression européenne, et la France a joué un rôle assez positif, les Palestiniens sont entrés en négociation et ont accepté le processus, avant Oslo, un certain nombre de processus diplomatiques, et puis ils ont accepté le processus d'Oslo. Et c'est le Fatah qui a porté ça. Au bout de 10 ans, l'échec est patent. Donc, qu'est-ce qui se passe, comme il se passe dans n'importe quel pays? Ceux qui représentent l'opposition et qui ont dit on n'y arrivera pas avec ça, ils ont gagné les élections. Voilà, il y a eu des élections libres en 2006, qui ont été faites sous le contrôle d'observateurs européens qui ont été les plus propres qu'on puisse avoir sous occupation, parce qu'elles étaient quand même sous occupation, et le Hamas a gagné les élections. Et qu'est-ce que la communauté internationale, enfin qu'est-ce que les Européens ont dit? Ah, c'est très bien, on vous a poussé à voter, mais vous avez mal voté, on va vous boycotter, et on a coupé les fonds pour l'autorité palestinienne. Bon, outre l'hypocrisie, là aussi l'hypocrisie de cette position européenne, ça n'a pas affaibli le Hamas, ça aboutit simplement au fait qu'on a poussé le Fatah dans un affrontement avec le Hamas qui a abouti au fait qu'il y a eu un pouvoir qui s'est installé à Gaza et un pouvoir qui s'est installé en Cisjordanie qui a été divisé, mais
c'est-à-dire avec un affaiblissement de la décision palestinienne très, très important. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire du mouvement Hamas, mais il faut comprendre ça pour comprendre pourquoi ils ont gagné. Et ça m'amène à dire quand même un mot de la question du terrorisme. Franchement, moi j'ai toujours dit, je ne sais pas ce que c'est le terrorisme. Je ne connais pas d'organisation qui se revendique du terrorisme comme une idéologie. Je connais des organisations communistes, socialistes, fascistes, ce que vous voulez, mais aucune organisation ne fait du terrorisme son idéologie. On peut dire qu'ils selon les cas, les mouvements de libération l'utilisent plus ou moins. Comme on l'a dit souvent, le terrorisme, c'est l'arme des faibles et elle a été utilisée par les différents mouvements de libération pour des raisons assez simples, c'est-à-dire qu'elle faisait face à des armées ultra organisées avec avions, chars, etc., qui commettaient des tas de massacres mais civilisés. Et face à ça, selon les cas, ils ont utilisé l'arme du terrorisme dans le sens, moi je préfère le crime contre guerre, c'est-à-dire du fait que vous attaquez à des objectifs qui sont des objectifs civils. Ce qui est intéressant, ce sur quoi il est intéressant de réfléchir, c'est pourquoi un mouvement comme l'ANC en Afrique du Sud a peu utilisé le terrorisme et pourquoi les Palestiniens, dans leur histoire, l'ont utilisé beaucoup plus. Pour une raison qui était simple, l'ANC, d'abord elle l'a utilisé. Il y a une vision irénique de ce qu'a été la lutte de l'ANC. On oublie que ça a été aussi une lutte armée, ça a été une lutte qui a gagné grâce au soutien de l'armée cubaine, grâce au soutien des soviétiques. Ils disposaient d'un énorme mouvement du soutien à l'époque, dans les années 70 et 80, du mouvement des non-alignés. Personne ne songeait à dire que le mouvement de boycott de l'Afrique du Sud est un mouvement raciste, etc., etc. Donc, il y avait une condition où, quand il y a une perspective politique qui s'offre aux gens, les gens préfèrent la perspective politique, c'est pas... Mais quand il n'y en a pas, effectivement, il y a l'utilisation de la violence. Et alors, on peut prendre l'exemple du FLN algérien. Le FLN algérien a utilisé l'arme du terrorisme et des fois à un niveau assez important, je veux dire, notamment dans les années 54-55. J'ai trouvé d'ailleurs une référence à la journée du 20 août 1955 à Constantine. Le 20 août 1955, c'est un an après le déclenchement de la guerre d'indépendance algérienne et le FLN algérien à Alger est sous pression d'une répression très forte. Et il demande aux gens, il demande au FLN de Constantine de passer à l'action pour alléger la pression sur eux. Et donc, les cadres du FLN vont organiser, ça va être une organisation c'est quelque chose de très bien organisé, qui va prendre plusieurs mois, et puis le 20 août, ils attaquent des postes militaires, ils prennent des postes militaires, ils attaquent des villages, etc. Et dans le cadre de cette action, il y a des actes de terrorisme qui sont commis, et des fois horribles. Je reviendrai sur ce qui s'est passé le 7 octobre, il n'y a pas eu de massacre d'enfants, mais je ne sais plus quel est le village de Constantine, dans un cas, il y a 8 enfants qui ont été tués, mais vraiment de manière délibérée. Le FLN, c'était pas ce que voulait le FLN, mais dans son assaut, il avait mobilisé toute la population des environs. Et dans la population des environs, des gens qui vivaient depuis 100 ans, enfin pas eux, mais eux, la situation de colonisation, la violence de la colonisation, oui, il y avait un désir de vengeance. En travaillant, je suis en train de terminer un livre sur Gaza, je suis tombé sur une anecdote, si on peut dire, très intéressante. Ça se passe en 1956. Gaza, à l'époque, est sous occupation égyptienne, mais il y a des fois des fidayines qui viennent de Gaza et qui attaquent Israël. Et il y a un jeune israélien qui est tué et dans des conditions horribles, on lui arrache les yeux, etc. Et on retrouve son cadavre. Et ça provoque une émotion immense en Israël. Et Moshe Dayan, je ne sais pas si pour les plus jeunes ça vous dit quelque chose, c'est une des figures militaires et politiques les plus importantes d'Israël. Il est à l'époque chef d'état-major et il est invité à prononcer l'éloge funèbre de ce jeune soldat.
Et il dit une chose, et on aimerait que les dirigeants israéliens aujourd'hui aient cette lucidité, il dit écoutez, il faut que vous compreniez que ces gens, il parle des gens de Gaza, c'est les gens qu'on a expulsés des terres sur lesquelles nous, aujourd'hui, parce que c'est les kibbutz c'est exactement ce qui a été attaqué, c'est les kibbutz de la frontière avec Israël, nous les avons expulsés, nous avons pris leurs terres, et maintenant ils sont réfugiés et ils nous regardent. Et évidemment qu'il y a une haine énorme qui existe. Alors on peut le regretter, rien ne peut justifier la mort de civils, mais je crois que c'est aussi important à comprendre. Alors, je vais dire un mot sur le 7 octobre parce que c'est important. Je dirais il y a deux choses dans le 7 octobre. D'abord, c'est une opération militaire réellement extrêmement bien réussie. Je veux dire, c'est terrible quand on entend ce qui se dit chez ce peuple. Le Hamas a pris avec, au départ, 7 à 800 personnes, le contrôle de la frontière, a détruit la division, il y a une division qui s'appelle la division Gaza qui est censée contrôler les frontières, et a pris tout ça et a attaqué des soldats. Il y a eu en tout aujourd'hui, on sait, 1200 morts. Là-dessus, il y a 400 à 500 qui sont des soldats. Donc, c'est pas une opération. Ils ne sont pas allés là-bas tuer des juifs. Ils ont été, pour des raisons que je vais essayer d'expliquer, mais il y a cette opération, c'est une opération militaire. L'autre aspect, c'est qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre. Est-ce qu'il y a eu des crimes qui ont été commis? Oui, il y a eu des crimes de guerre. Prendre des otages civils, c'est un crime de guerre. Prendre des prisonniers militaires, les militaires israéliens qui sont en Gaza, ce n'est pas des otages, c'est des prisonniers. Il y a eu des civils qui ont été tués alors qu'ils ne combattaient pas. Et il y a eu des viols, ça semble incontestable. Le problème, c'est que dès le 7 octobre, il y a eu une campagne israélienne pour présenter cet aspect comme... D'abord, ils sont venus, c'est notre président, c'est pas forcément le vôtre, c'est Macron qui dit c'est le plus grand génocide, le plus grand meurtre de juifs depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais je veux dire, les gens, ils n'ont jamais été tués parce qu'ils étaient juifs. Je veux dire, les Palestiniens ont l'habitude de dire mais s'ils avaient été guatémaltèques ou chinois et qui venaient s'installer sur nos terres, nous les aurions combattus de la même manière. Donc c'est pas ça, c'est une opération qui a une visée militaire, qui a aussi une visée politique, c'est-à-dire Ismail Haniyeh, qui est un des responsables qui est un des responsables de Hamas, fait un discours le 7 octobre et il énumère des objectifs qui sont des objectifs très rationnels, si on veut. Un, c'est de porter un coup d'arrêt à la normalisation entre Israël et les pays arabes, en disant que si demain l'Arabie Saoudite noue des relations avec Israël, ça veut dire que la question palestinienne est morte. Et deuxièmement, de remettre la question palestinienne au cœur du débat politique et diplomatique. Et de ces deux points de vue, ça a marché. Alors, je reviens sur le 7 octobre. Le 7 octobre s'est passé comme ça. Il y a eu une première vague de 700 à 800 des brigades les plus combatives, je dirais, les plus formées du Hamas, qui arrivent et réellement, c'est la surprise inimaginable. C'est-à-dire que le système de défense israélien s'effondre. Et ça crée une espèce de vide, ils ne savent pas quoi faire. Et autre chose, et là j'ai un témoignage direct parce que j'ai un ami, qui est d'ailleurs un ami d'origine juive, qui est un Égyptien, qui est marié à une Palestinienne de Gaza et qui est à Gaza le 7 octobre. Et dès qu'on a su que la frontière était ouverte, les gens ont pris des camions, les gens ont été là-bas, soit pour prendre des otages, et prendre des otages, c'est pas prendre des otages pour prendre des otages, c'est qu'il y a des milliers de prisonniers politiques en Palestine, en Israël, qui sont des otages. Je crois que c'était avant le 7 octobre, il y avait 3000 prisonniers administratifs. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un prisonnier administratif, c'est quelqu'un que vous mettez en tôle, que vous ne jugez pas, que vous n'inculpez pas, et qui reste en tôle, ad vitam aeternam. Ça, c'est Et donc, il y a effectivement une volonté d'une partie des gens qui ont à Gaza, il y a beaucoup de liaisons, de relations familiales, de faire libérer des gens.
puis il y a des gens qui se vengent. On a vu des images où on voit des gens tirer sur des civils en disant ça c'est pour mon frère. Ça veut dire mon frère vous l'avez tué, je me venge. C'est pas acceptable, c'est un crime, mais je ne suis pas en train de justifier ça. Et puis l'autre, donc à partir de là, il y a eu une construction médiatique qui est d'en faire un crime tellement sidérant qu'il a justifié le génocide contre les Palestiniens. C'est-à-dire un crime. Bon, je ne vais pas refaire la liste, mais je suis frappé d'entendre encore aujourd'hui des gens de dire on a décapité 40 nourrissons, on a mis un bébé dans le four, il y a une rescapée de l'Holocauste qui avait échappé à l'Holocauste et qui a été tuée là, etc. Il y a eu une mise en scène qui a été acceptée malheureusement et par les dirigeants occidentaux et par les médias occidentaux et qui a créé ce que j'appelle un génocide d'atmosphère. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ces conditions, le Hamas, ce n'est pas un ennemi politique, ça représente le mal incarné. Et face au mal incarné, il n'y a qu'une solution, c'est de les détruire. Et pour vous dire à quel point ça a été, notamment du côté américain, une des choses, une des informations données par les Israéliens, c'était de dire ils ont pris 8 enfants israéliens, ils les ont attachés ensemble, ils les ont décapités, ils les ont brûlés, et on a des photos, elles sont horribles. Bon. On sait aujourd'hui que c'est totalement faux. Hein. Et il dit, il y a Biden qui arrive en Israël, la première visite, et Biden dit j'ai vu les photos. On est quand même dans quelque chose qui relève de, comme je dis, une des choses qui me frappe dans cette guerre, c'est que c'est le caractère systématique des mensonges israéliens et le caractère systématique des réponses occidentales, c'est de dire oui, mais Israël est une démocratie. Oui, mais une démocratie peut mentir, et une démocratie peut commettre des crimes. Et la démocratie française en Algérie, elle a commis des crimes horribles. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même cette idée que tout ça, ça prouve le caractère particulièrement odieux du Hamas. Enfin, à la limite, c'est de la bonne propagande. Mais quand c'est la justification d'un génocide, ça pose problème. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, moi je rencontre des amis qui sont des gens de bonne foi, qui ressortent cette idée d'une femme enceinte dont on a ouvert le ventre pour enlever l'enfant, enfin des choses horribles. Ça n'empêche pas qu'il y a eu, encore une fois, il ne s'agit pas de minimiser ce qu'il y a eu. Il y a eu 800 civils qui ont été tués, donc une partie, c'était pas... Enfin, la définition de civil est toujours très compliquée. C'est quand vous avez un civil armé qui est un colon, est-ce que c'est un civil? Mais il y a eu incontestablement des civils qui ont été tués, et dans des conditions parfois atroces. Et oui, il y a eu des crimes de guerre. Mais si on est d'accord avec l'idée que le terrorisme, c'est de tuer des civils, moi je l'ai dit de manière provocatrice, si Hamas est une organisation terroriste, Israël est un État terroriste. Et Israël est un État terroriste sur une base, enfin, à une échelle industrielle, là où le Hamas est à une échelle... et peut-être ça m'amène à faire une remarque. Comment dire? Un enfant qui est tué, c'est toujours terrible. Un homme ou une femme qu'ils ont tué, c'est absolument terrible. Mais si on ne comprend pas que la violation du droit humanitaire international est avant tout la conséquence de la violation depuis 60 ans du droit politique international, on ne comprend pas. On pense simplement qu'on a affaire à des gens qui sont mauvais, ils ne nous aiment pas, ils n'aiment pas les juifs, ils n'aiment pas, etc., etc. Non, le refus de l'autodétermination des Palestiniens depuis 60 ans, et la poursuite de la colonisation crée des situations dans lesquelles on aura de plus en plus de mal. Un mot encore sur le Hamas. Le Hamas est aujourd'hui dénoncé comme organisation terroriste. Je rappelle quand même que
l'ANC a été une organisation terroriste pour les Américains pour les Israéliens qui aidaient le régime de l'apartheid, que le FLN a été une organisation terroriste. Je veux dire, ça c'est une accusation que vous faites quand vous ne voulez pas faire de politique, quand vous voulez dire ils sont le mal, on peut les détruire. Donc aujourd'hui le Hamas est présenté comme une organisation terroriste et on a l'impression des fois à écouter les gens que en fait on peut comprendre le Hamas si on lit le Coran. C'est absurde, je veux dire. La stratégie et la tactique du Hamas, vraiment si vous l'étudiez, c'est la stratégie et la tactique politique de n'importe quelle organisation, avec une idéologie religieuse, mais qui a des objectifs à la fois de préserver son organisation, de trouver sa place dans le mouvement national palestinien, etc. À plusieurs reprises déjà, le Hamas a fait ce que le Fatah avait fait dans les années 70, il a fait savoir qu'il était prêt à reconnaître, qu'il était prêt à accepter que l'OLP, qu'il intègre l'OLP, que les négociations soient menées par l'OLP sur la base de ce qu'ils appellent le consensus national, c'est-à-dire un État palestinien en Cisjordanie et Gaza. Ils sont aussi pragmatiques, je veux dire, ils sont... voilà. Et il ne faut pas oublier de rappeler que dans cette histoire des rapports entre Israël et le Hamas, c'est des rapports très compliqués. Historiquement, Israël occupe le Gaza en 67. En 67, l'Égypte l'a occupé pendant de 48 à 67, et c'est les frères musulmans, ils sont très importants, parce que c'est une excroissance, on peut dire, des frères musulmans égyptiens. Donc, en gros, de 67 à la première intifada, la position, moi j'étais à Gaza, j'ai rencontré des dirigeants des frères musulmans, ils disaient non, nous, l'occupation israélienne, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est qu'on est des mauvais musulmans. Et donc, ils condamnent l'action de l'OLP, l'action du Fatah, et il dit il faut redevenir de bons musulmans. Et ils sont aidés par les Israéliens, c'est-à-dire, il ne faut pas le voir en termes, il y a des gens qui voient en termes complotistes, ce n'est pas une création d'Israël, parce qu'il y a une base réelle à l'influence du Hamas. Mais ils ont été jusqu'au moment de la première intifada, où, sous la pression de leur base, ils décident d'intégrer le mouvement d'opposition à Israël. Et c'est ça qui va les pousser à participer aux différents mouvements. Ils seront opposés aux accords d'Oslo, mais notamment après la mort d'Arafat et les élections de